vous aviez des questions, des choses comme ça, non? Peut-être avant, peut-être de voir un petit peu de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois, et puis après, on va voir si vous avez des choses à voir, à revoir, des choses à clarifier, tout ça, ouais? Alors, de quoi on a parlé la dernière fois? Qui fait le résumé? Toi, tu les fais bien, Eustache. Ah bon? C'est ce que j'allais dire. À toi l'honneur. Ah bon? Bah écoute, on a parlé alors des 3 niveaux d'entraînement au début, l'attitude basique, intermédiaire et supérieure, avec les différents buts de chacun. Après, moi, j'ai marqué que le Madhyamika disait que les choses sont introuvables quand on cherche à trouver leur essence. Voilà, la vacuité est un phénomène donc caché. Voilà, et que la raison ne perçoit pas directement les objets car c'est conceptuel et intellectuel, et on passe donc par un biais, donc c'est pas donc directement. Cette expérience est fondée sur le raisonnement et on a besoin pour certifier le phénomène caché, donc c'est une déduction seule. La vacuité s'explique sous la forme d'interdépendance. Ça, c'était pour la question de comment expliquer la vacuité à un enfant de 6 ans. Et puis, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai résumé, hein. Alors, il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, j'en suis arrivé là. Pas mal tout ça, ouais. Hmm. Génial. Super. Puis on avait parlé aussi un petit peu des apparences, les apparences erronées, etc. On avait vu aussi que la causalité, on avait parlé de la causalité de la vacuité, comme quoi pour les prasangika, le fait que les effets dépendent de causes prouve leur vacuité, ouais, alors que pour les écoles plus basiques, ça prouve pas nécessairement la vacuité. Pour les écoles plus basiques, la causalité, en fait, ça implique une causalité inhérente, etc. Ouais, on avait parlé un petit peu de ça aussi, ouais. Moi, j'ai un peu de mal avec toutes les écoles. Déjà, j'essaye de comprendre celle dans laquelle on étudie. Alors, les autres, c'est un petit peu compliqué pour moi. Sinon, je mélange tout. Du coup, j'essaie de me concentrer, en tout cas en ce qui me concerne, sur le Madhyamika Prasangika. J'essaie déjà de comprendre un petit peu là, parce que le reste, alors là, après, Ouais. c'est C'est pas normal. possible. C'est normal, c'est un petit peu comme un échiquier, mais à 4 plateaux. Oui. C'est comme dans Star Trek, hein, il y a des jeux comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils jouent à 4 niveaux. Enfin, je ne sais pas si les gens connaissent Star Trek. Et en fait, voilà, c'est un jeu d'échecs à 4 niveaux. Et voilà. Bon, enfin bon. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Exactement. Donc déjà, un niveau, c'est déjà pas facile, mais sur 4, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc c'est vrai que les écoles philosophiques, nous, on les avait vues, on les avait passées en revue un petit peu brièvement au cours du dernier chapitre sur le livre de Sassandra qui s'appelle Un autre regard. Donc on avait un petit peu parlé de ces écoles philosophiques, mais de manière assez superficielle. Ouais. Mais On sinon, les ça avait demande. surtout distingués sur le non-soi des phénomènes et le non-soi de la personne. Et c'est là qu'on avait trouvé les variants, mais c'était tout, quoi. Oui. Donc c'est vrai que je rejoins Eustache, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Exactement. Tout est compliqué. Tout est compliqué, ouais. Donc on je peut sais rajouter pas. une case de plus, c'est la vacuité apparemment au tableau. Oui, Mais exactement. aussi. Oui. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ouais. Donc ça demande pas mal d'études. C'est vrai que nous, au Basic Programme à la Lambda, on a passé un mois ou un mois et demi, je crois, sur un texte sur les écoles philosophiques. Donc en étudiant 4 jours par semaine, etc., etc. Donc c'était assez complexe. Mais dans les monastères, de manière traditionnelle, ils n'étudient pas nécessairement les écoles d'une manière systématique comme ça, même s'il y a des traités, il y a beaucoup de traités qui parlent de ces différentes écoles. On en étudie un le vendredi, justement, par rapport enfin, c'est un traité qui est commenté par Geshe Dreyfus. Mais
ça demande beaucoup de temps, voilà, beaucoup d'intérêt aussi, donc c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de se consacrer à cette école philosophique Prasangika de Shantideva parce que on peut se passer des autres écoles, on peut vraiment s'en passer. Elles sont utiles parce qu'elles permettent de comprendre les choses de manière progressive, mais par exemple, Sasanté, lui, il va parler presque directement du Prasangika parce qu'il a le talent pour ça, il a la compétence pour ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, on parle un petit peu des écoles philosophiques précédentes pour essayer d'aborder la vacuité de manière plus progressive. Ouais, c'est pas évident. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses à clarifier? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir ou qu'est-ce qui vous même si ça c'est pas sur le thème lui-même, hein, même si c'est sur autre chose, tu crois que Stache, justement, dans le chat, tu avais parlé de segmentation, c'était quoi exactement? Ben, c'est quelqu'un qui parlait de la C'était pour la conscience. vacuité. Oui, Oui. le continuum de conscience, je crois que c'est ça, quelqu'un qui Oui, posait c'est la ça. question. Et Ok. l'interdépendance. Et puis, Ouais. mais moi, je t'avais déjà posé cette question il y a quelque temps et tu m'avais répondu, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai résumé, c'est que, en fait, la conscience, en fait, elle est, euh, si on prend des micro-consciences, des micro-particules, enfin, micro-moments, on peut faire la liaison entre chacune. Mais si on prend celle de maintenant et il y a un an, en fait, on ne peut pas forcément faire de relation Oui. directement. Et Oui, alors que, et donc, comment dire que c'est la même personne? Mais en fait, c'est parce que c'est petit à petit, finalement, que chaque micro-seconde ou micro, je ne sais pas quoi, est interdépendant, enfin dépendant. Et du Oui, il y coup, a comme ça, il y on a un peut écho quand relier tu... tout ça. Il y a un écho. Oui, vas-y. Eustache, oui. Je disais en Ah fait oui, c'est bon. que, vous m'entendez là? Là, mieux, oui, oui. D'accord. En fait, chaque micro segment, alors je ne sais pas, ça peut être une seconde, une heure, enfin je ne sais pas en fonction de ce qu'on choisit. On peut faire la relation de stage là, stage il y a une seconde ou il y a une heure. Mais si on fait stage là, stage il y a, je ne sais pas moi, 10 ans, il n'y a rien sur moi qui est pareil parce que tout a changé. Mais si on fonctionne comme ça, effectivement, on peut peut-être pas avoir de dépendance directement, mais si on prend par micro-section, et ben finalement, petit à petit, on peut faire un lien avec tout ça. Et du coup, ça fait un continuum de conscience. Ce que j'ai cru Oui, comprendre, hein, après, voilà. oui, oui, tout à fait. La question, c'était par rapport à donc, la vacuité. Salut à Axel, au fait. Bonjour, Axel. Oui, bonjour, bonsoir à toutes, à tous. bonsoir. 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 Donc, est-ce que la question tourne autour du continuum, le fait que le continuum soit possible au sein de la vacuité, ou est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est... Alors, la question, c'était... euh, alors, quand on... il n'existe pas de... Si on parle des phénomènes produits comme dans cette partie du livre, car pour les phénomènes permanents, non. Ah oui, dans l'espace et le continuum de conscience, comment peut s'établir la dépendance? Ça, c'est une question de Laurence. Ouais. Ok, très Voilà. bien. Et tu avais répondu, il y a toujours dépendance, mais plus par rapport à des causes. Oui. Alors, euh, pour l'espace, c'est plus difficile de parler de dépendance causale, ouais, parce que l'espace, c'est un phénomène permanent ou un phénomène impermanent? Permanent. Permanent. Permanent, en effet. Tel qu'on l'entend dans la philosophie bouddhiste, pas l'espace de Einstein qui peut être courbé, etc. Ouais. Mais l'espace, en tant que simple absence d'obstruction, c'est une simple absence, c'est une négation non affirmative et donc c'est permanent. Ouais. Donc de ce point de vue-là, vu que c'est permanent, ça ne peut pas dépendre de cause. Ouais. Ouais, parce que seuls les impermanents naissent de causes et de conditions. Ouais. Donc les phénomènes permanents ne peuvent pas naître de causes et de conditions. Donc c'est ça la difficulté, c'est que si si on dit en effet les phénomènes permanents tels que l'espace, la vacuité, etc., ne dépendent pas de causes et de conditions, est-ce que ça veut dire qu'ils sont indépendants pour autant? Non.
En cœur. Rosemary et Rachel en cœur, non. Ben non, parce que par exemple, si la tasse, elle n'est pas dans l'espace devant moi, mais que je mets une tasse devant l'espace, devant moi, à ce moment-là, cet objet qui est impermanent va engendrer comme une légère modification de l'espace puisqu'il y aura obstruction. Alors, est-ce que ça va, en effet, est-ce que ça va modifier l'espace lui-même? On peut dire que la tasse elle-même, elle est obstructive, oui. C'est dans sa nature, hein, parce elle est matérielle, elle est physique, donc c'est dans la nature de la tasse elle-même de trouver une obstruction. Mais est-ce que l'espace lui-même devient obstructif pour autant? Non, il ne peut pas être obstructif puisque c'est absence d'obstruction. Exactement. Ouais, sinon, il perdrait du coup sa nature. Et donc, il cesserait d'être l'espace et deviendrait autre chose. Ouais. Donc, en fait, la tasse occupe de l'espace. Elle est toujours inscrite dans l'espace. Ouais. En effet, la tasse elle-même va empêcher le passage. En fait, elle va faire obstruction. Et pour l'espace lui-même, ça ne va pas changer quoi que ce soit. En fait, on peut déplacer la tasse, la mettre ailleurs, et l'endroit où se trouvait la tasse va retrouver son absence d'obstruction. En fait, ce qui fait la différence, c'est la tasse elle-même, ouais, c'est pas l'espace lui-même. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc en fait, l'espace dépend nécessairement de quelque chose qui n'est pas lui, parce qu'il est vide d'existence indépendante. Ouais. Donc, ça veut dire que même s'il ne dépend pas de causes et conditions, il dépend de parties constituantes, par exemple, ouais, les différentes directions, etc. Ou il dépend d'une désignation dépendante. Ça veut dire que on désigne cette absence en fonction de ce qu'il n'y a pas. Donc, on a à l'esprit l'obstruction, on nie l'obstruction, et qu'est-ce qu'on a? L'espace. Ouais. Donc, ça veut dire que l'espace est une désignation dépendante aussi. Ouais. Ça, c'est sa nature la plus profonde. On peut dire tout phénomène, quel qu'il soit, n'importe quel existant, est une désignation dépendante. Ça, c'est le niveau le plus subtil de, de vérité conventionnelle. Ouais. Vous vous souvenez quand on avait parlé de ces trois niveaux de convention, du sens de Samvriti, tel que c'est donné par Acharya Chandrakirti. Il dit que le premier sens, c'est en effet, c'est, comment il appelle ça? Euh, euh, Prapya Samutpada. Et il dit Prapya Samutpada en sanskrit, ça veut dire que c'est la rencontre de causes et de conditions. Donc c'est vraiment le niveau le plus basique de production dépendante, oui, d'interdépendance. Ensuite, il parle de, euh, euh, de cette relation dépendante. Une relation, ça veut dire le tout par rapport à ses parties. Il dit paraspara sambhavana en sanskrit. Donc ça veut dire que c'est la dépendance du tout par rapport à ses parties. Donc c'est une dépendance relationnelle de ce point de vue-là. Ouais. C'est un niveau déjà plus subtil. Et puis après, il y a le vrai sens de ce qu'on appelle pratitya samutpada en sanskrit. C'est le vrai sens, c'est pas uniquement la production dépendante, c'est l'interdépendance, la désignation dépendante. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez le long et le court, c'est l'exemple que prend Acharya Nagarjuna, il prend le long et le court. Est-ce que le long produit le court ou est-ce que le court produit le long? Non, on dit l'un ni l'autre. Hein. Dans le sens produire. L'un et l'autre, c'est vrai. C'est-à-dire que si l'un produisait l'autre, il devrait exister avant l'autre, non? Mm. Vous êtes d'accord? Ouais. Rosemary était prête à dire quelque chose. Je repensais à ton exemple avec les 3 doigts, en fait. Oui, exactement. Exactement. Tout à fait. Donc si on prend le pouce et l'index, il y en a un qui est long et l'autre qui est court, ouais. Est-ce que l'un peut être long avant que le court existe? Ou est-ce que Non. le court peut exister avant le long? Non, ils coexistent, non, nécessairement. Ouais, ils coexistent. Ouais. Rachel, tu le disais aussi, ouais. Mais tu n'avais pas ton micro. T'as pas ton micro. Oui, mais en même temps, je clique sur ma photo pour mettre le micro. C'est bon, j'arrête. En effet, on peut dire que le long et le court sont désignés en dépendance l'un de l'autre, vous êtes d'accord? On peut dire que, par exemple, d'une manière un peu, si on prend une licence poétique, on dirait qu'un un haricot est un petit pois long et un petit pois est un haricot rond. Ouais.
On pourrait dire ça, par exemple, non? C'est-à-dire que le long et le court dépendent l'un de l'autre. Mais si l'un devait produire l'autre, il devrait exister avant l'autre. Parce qu'une cause doit nécessairement exister avant son effet. Et donc, ça veut dire qu'on aurait le court avant le long, ou le long avant le court. Et ça, c'est pas possible. C'est comme si vous prenez, par exemple, la main gauche et la main droite. Si la gauche et la droite étaient effet et cause l'une de l'autre, il faudrait que l'une existe avant l'autre. Et ça, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous prenez les deux pans d'un toit, vous avez le pan gauche et le pan droit qui existent l'un en dépendance de l'autre. Ouais. Oui. Ça, c'est la même chose. Ouais. Oui. Les Ça deux vous parle? côtés d'une même pièce. Exactement, tout à fait. Les deux côtés d'une même pièce. Donc, on ne peut pas trouver le côté pile sans le côté face et le côté face sans le côté pile. Donc, l'un dépend nécessairement de l'autre, mais pas de manière causale. Parce que si c'était de manière causale, on aurait d'abord le côté pile et ensuite le côté face. Ou inversement, mais c'est pas possible. Ouais. Mm. Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça magnifique comme. C'est peut-être des exemples un peu, comment dire, terre à terre, mais je trouve que ça fonctionne très très bien pour voir ce niveau de dépendance qui n'est pas causal. Parce qu'on n'a pas le choix, une cause doit nécessairement exister avant son effet. Donc ça, c'est un lien, une relation beaucoup plus subtile. Ça veut dire que l'un est désigné par rapport à l'autre. C'est la désignation dépendante, ouais. Très bien. Donc ça, pour l'espace, ça fonctionne, et pour tout le reste, pour n'importe quel phénomène. N'importe quel phénomène est une désignation dépendante, donc ça, c'est le niveau le plus subtil. Ça, on le comprend en général quand on a compris d'abord la vacuité. On essaie de comprendre la vacuité, de quoi les phénomènes sont vides d'existence inhérente. Et ensuite, on se dit, OK, puisqu'ils sont vides d'existence inhérente, comment existent-ils? Ils ne sont pas dénués d'existence. Les phénomènes ne sont pas dénués d'existence. Ils sont dénués d'existence inhérente. Ouais. Donc, comme les phénomènes existent, comment existent-ils? De manière dépendante. Mais dépendante, ça veut dire quoi, dépendant? Ça peut vouloir dire dépendance causale, dépendance du tout par rapport à ses parties, ou désignation dépendante. Ça, c'est vraiment le niveau le plus subtil. Ouais. Il faut dire que la production dépendante s'applique uniquement au phénomène produit, dans son aspect littéral de production dépendante. Ensuite, la dépendance du tout par rapport à ses parties, ça s'applique à n'importe quel phénomène, qu'il soit produit ou pas, comme l'espace qui n'est pas produit, etc. Comme la conscience aussi, qui est un phénomène produit mais qui se poursuit dans le temps. Et n'importe quel phénomène aussi, qu'il soit produit ou pas, est une désignation dépendante. On désigne ce phénomène en dépendance de ce qui n'est pas lui. Ouais. Très bien. Donc pour la conscience, pour le continuum de conscience, en effet, si on parle de la conscience la plus subtile, celle qui est mentionnée uniquement dans les tantras supérieurs, cette conscience la plus subtile qui passe de vie en vie, etc., qui a un continuum sans début ni fin, c'est un continuum en effet. Est-ce que ce continuum dépend ou pas? Parce que s'il ne dépendait pas, il aurait une existence inhérente. Il aurait une existence indépendante. Il ne serait pas vide d'existence inhérente. Ouais. Donc de quoi est-ce qu'il dépend ce continuum? Il dépend des moments antérieurs. des différents samsaras qu'il a traversés. Oui, des moments antérieurs, des moments du samsara qu'il a traversé, etc. Exactement. Et des moments actuels, des moments plutôt présents, et aussi des moments à venir, non? Donc, il dépend. C'est-à-dire que, oui, Il dépend, donc. C'est exactement. permanent. Il est impermanent, exactement. Il est impermanent. Est-ce que c'est de la conscience? Oui, la conscience, c'est nécessairement impermanent. Vous êtes d'accord? Ouais, super. Ouais, ouais. Excellent. Très, très bien. Donc, c'est impermanent, mais en effet, ça peut durer. Comme on l'avait vu précédemment, on avait vu que l'impermanence et le fait de durer peu de temps, très peu de temps, ne sont pas corrélés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un phénomène impermanent qui dure très longtemps. Par exemple, le continuum de conscience. Il est sans début ni fin. Et il est impermanent pour autant. Ouais. Très bien. OK. Et donc, ce continuum de conscience, en effet, il dépend de ses instances constituantes. Ça veut dire que sans ces instances, sans les moments qui constituent ce continuum n'existerait tout simplement pas.
Ça veut dire que son existence même dépend de ses parties constituantes, les différents instants qui se suivent les uns les autres. Mais en réalité, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul instant à chaque fois. On est d'accord, on ne peut pas avoir 3 instants, 4 instants, 5 instants en même temps. Il faut que le premier cesse pour que le deuxième arrive, ce deuxième cesse pour que le troisième arrive, etc., etc. Donc en réalité, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul instant en présent. Mais ce seul instant ne pourrait pas lui-même exister sans l'instant précédent, qui lui ne pourrait pas exister sans l'instant précédent, etc., etc. Donc la somme de tous ces instants, c'est en effet le continuum. Ouais. Super, excellent. Ça vous parle? Oui. Oui, C'est-à-dire oui, que... Ouais. oui. Oui. Très Mais bien. ces instants peuvent être très courts, en fait, parce qu'on peut très bien passer, par exemple, je ne sais pas si c'est imagé, si c'est à propos ou pas, mais on peut passer d'un instant de colère à un instant de tristesse d'une manière très rapide. Donc, le continuum de conscience peut être très bref, en fait. On a presque l'impression que c'est en même temps, à certains moments. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc là, on pourrait bien sûr se demander combien de temps dure un instant infinitésimal de conscience. Après, pour les anciens comme moi, ça va renvoyer au sketch de Fernand Reynaud. Ça remonte. Hein. Et donc la réponse, c'était un certain temps. C'est très difficile de se dire, OK, combien de temps dure un instant infinitésimal? Parce que justement, dans ces écoles, avant le Prasangika, ces écoles, Bashika, Sautrantika, etc., acceptent des instants sans partie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus diviser ces instants de conscience. On ne peut plus les diviser. Donc, ils sont sans partie. Donc, pour les Prasangika, comme Mariana Gajuna, ils vont se dire, oui, mais si c'est sans partie, imaginons, vous prenez 3 feuilles, une feuille qui est là, une feuille au milieu, et la troisième feuille qui vient après. Et donc, ces 3 feuilles seraient les 3 parties d'un continuum. Ouais. Et donc, si la feuille du milieu, qui représente cet instant infinitésimal, n'a pas de partie, c'est-à-dire que la feuille d'avant et la feuille d'après se touchent, simplement. Ouais. Parce que l'instant actuel cesse d'avoir une durée. Il est sans partie, il n'a pas de début, milieu et fin. Et normalement, n'importe quel instant temporel doit avoir un début, un milieu et une fin. Si maintenant on dit qu'un instant de conscience ou un instant de temps ou n'importe quel instant d'un continuum est infinitésimal dans le sens où il n'est plus divisible, à ce moment-là, les instants d'avant et les instants d'après se touchent. C'est-à-dire qu'ils cessent d'exister. Cette durée de temps cesse d'exister. Et à ce moment-là, toute la série cesse d'exister. Pas possible. C'est impossible. Ça veut dire qu'en effet, si on zoome, si vraiment on zoome, on essaie d'avoir ces 3 instants. On a l'instant passé, l'instant présent et l'instant futur. Si on essaie de zoomer l'instant présent, lui-même, s'il n'a pas de présent, passé et futur, s'il n'a pas de début, milieu et fin, à ce moment-là, il est sans durée. Et donc, ça veut dire que le passé et le futur doivent entrer en contact. Il n'y a plus de présent. Et ça, c'est pas possible. Il y a bien un présent. On est tous d'accord pour dire que conventionnellement, il y a un présent. Après, combien de temps dure le présent, ça, c'est plus compliqué. Toujours. Il dure un certain temps. En fait, il doit avoir une certaine durée d'un certain point de vue, parce que s'il n'a plus de durée, il cesse d'exister. Il n'y a plus que le passé et le futur. Ou l'inverse. Oui. Dans ce cas-là, on est toujours dans le présent. Hein, l'inverse. Comment ça, l'inverse? Si on essaye de repérer le présent, à chaque instant qu'on dit « ça y est, je suis au présent, je suis au présent, je suis au présent », on est toujours au présent. Oui. Oui, mais quand on dit « je suis au présent, je suis au présent, je suis au présent », il y a « je suis au présent ». Donc, il y a le temps qu'on dise ça, quand on dit « présent », « je suis » est déjà passé. Et je suis plus. Quand on dit « je suis », présent n'est pas encore arrivé. Hein? Et donc, à ce moment-là, on serait tenté de dire que c'est au qui est je suis au présent, donc il n'y a plus que au qui est au milieu, qui est au présent, qui est vraiment au présent. Mais dans au
il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Parce que s'il n'y a pas un début, un milieu et une fin à O, il n'y a plus de continuum. Mais dans le présent, en fait, si tu essaies de trouver le présent, tu peux pas, en fait, parce que le présent, dès que tu dis que c'est le présent, c'est déjà passé. Oui. En fait, alors peut-être conventionnellement, parce qu'on est obligé je sais pas moi, de dire, voilà, ça c'est maintenant, mais en fait, c'est jamais maintenant, parce que dès qu'on le dit, c'est déjà passé. Oui. Donc en fait, Le temps passe tellement vite. mais en fait, même ça, oui, ça passe tellement vite, mais même si tu essaies de trouver, tu peux pas. Donc Exactement. finalement, c'est bizarre de dire que c'est le présent alors qu'on ne peut pas vraiment le trouver, ce présent. Mais d'un autre Exactement. côté, ce que tu dis, c'est vrai, si on part on passe du futur, enfin du passé au futur, c'est pas possible non plus. On est obligé d'avoir un intermédiaire quand même. Exactement. Donc cet intermédiaire, si on commence à le chercher, on finit par ne plus le trouver, en fait. C'est ça le problème. Et cet intermédiaire, Il y a tellement de choses que quand on cherche, on ne les trouve plus. Exactement. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a écrit le pouvoir du moment présent. Oui, exactement. Exactement. Mais le problème, c'est que si on cherche vraiment ce qu'est ce moment présent, par exemple, si on cherchait l'année 2021, si on ne la cherche pas, on peut la trouver. On la trouve sur un calendrier, etc., etc. Mais si on la cherche vraiment, est-ce que l'année 2021 est en train de s'écouler ou est-ce qu'elle est déjà écoulée ou est-ce qu'elle a encore, besoin de s'écouler? Est-ce qu'elle est à moitié passée, à moitié à venir? On arrive au bout, là. On arrive au bout, exactement, on arrive au bout, mais ça veut dire qu'une année, pourtant, ça doit durer 12 mois jusqu'à la fin du dernier mois, etc. Et là, on n'y est pas encore. Donc, l'année 2021 n'est pas encore passée. Non. Puisqu'une une année doit vraiment être dans son entièreté. Donc, ça veut dire qu'elle est à moitié finie, à moitié à venir. Donc, elle serait à la fois révolue et pas révolue. Oui. Elle aurait deux entités contradictoires, alors, deux Non, mais natures. elle est constituée de parties. Elle est constituée de C'est parties. partie, exactement. Donc, on va chercher ce parle qu'on que des parle de parties. On va chercher ces parties, donc on va dire, OK, les 11 mois sont déjà passés. Oui. Donc là, ils sont déjà passés, c'est déjà fini. Maintenant, on va chercher décembre. Est-ce que décembre est terminé ou pas? Pas encore. Il y a Est-ce que des décembre est sous-parties. toujours là? Ben, il y a des sous-parties encore. Il y a des sous-parties, très bien. Donc, on va chercher la deuxième, troisième semaine de décembre. Je crois que c'est ça, troisième? OK. Donc, on va chercher l'une des semaines de décembre. On va se dire, OK, est-ce qu'elle est révolue ou pas? Donc, on va chercher, on va se dire, OK, on est au milieu de cette semaine, OK, donc on va se trouver dimanche. OK, dimanche, est-ce que dimanche est fini ou pas? Dimanche, il y a une grande partie de dimanche qui est terminée, mais il y a encore quelques heures de dimanche qui sont encore à venir. Où est-ce qu'on est vraiment dans dimanche? On est dans dimanche. On va dire qu'on est à la 21e heure, à la nuit extra. Donc, on va chercher. Très bien. À 21 heures, ça fait de combien? Là, on est déjà à la moitié de 21 heures. On est à la deuxième moitié qui est en train de venir. Donc, on va chercher où se trouvent les heures, où se trouvent les minutes, les secondes, etc. Et non C'est plus, du on va calcul chercher. infinitésimal. C'est du Hein? calcul infinitésimal. Exactement, ça veut dire. On tend vers zéro. Oui. Et donc, on tend vers zéro, mais on ne peut pas trouver vraiment zéro dans le sens, si on trouvait zéro, ça veut dire que ça cesse d'exister. Oui, c'est l'asymptote en fait. On tend vers la droite, on tend vers zéro, mais on n'y arrive jamais. Exactement. Ça veut dire que si on cherche cette seconde actuelle doit avoir un début, un milieu, une fin. Et donc, le Voilà. début de cette seconde doit aussi avoir un début, un milieu, une fin. Et le début Ouais. du début de la seconde doit avoir un début, un milieu, une fin, etc., etc. Donc, Ouais. si on zoome, on ne peut pas trouver de temps en soi. C'est ça qu'on cherche en fait. Là, on est en train de faire une analyse ultime. On est en train de chercher 2021 en soi, inhérent de son propre côté. Et c'est impossible à trouver. Et donc, Oui. comme 2021 doit malgré tout exister, 2021 existe en dépendance d'une désignation. Dans ce cas-là, tout va bien. Oui. Ouais.
Oui, c'est l'esprit, ça dépend de la désignation de l'esprit, en fait. Ouais. Exactement, exactement. Et ce fameux moment présent, c'est pareil. Ce pouvoir du moment présent, etc. Si on cherche ultimement, parce qu'on pourrait saisir le moment présent. Par exemple, moi, j'ai déjà vu sur Internet des gens qui posaient des questions existentielles sur l'amour, la mort, etc., etc. Et les gens répondaient tout simplement rester dans l'instant présent. Et donc, ça n'apportait aucune solution à leurs questions existentielles. Et donc, on pourrait Oui. saisir ce moment présent, etc., cet instant présent, cette pleine conscience, on pourrait la saisir comme existant en soi. Et donc, le remède, ou l'un des remèdes, on pourrait dire, c'est de chercher où est vraiment ce moment présent. Existe-t-il en soi, de manière purement objective, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'instantanéité ou pas? L'instantanéité, exactement, on va dire que cette instantanéité implique une transformation dans la durée, dans le temps, etc., etc. Et donc, cette instantanéité, c'est pareil. Combien de temps dure cette instantanéité? Oui. Mais en fait, le temps, disons, on l'a fabriqué, nous les humains. Donc, c'est une fabrique humaine, le temps. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de l'instant présent et comme ça, parce que le temps, c'est pas 21h06 ou je ne sais pas quoi. Disons qu'on est en train de confondre quelque chose dans nos discussions avec le temps que l'on a fabriqué et une autre notion qu'on n'a pas fabriquée et qui existe réellement. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire que est-ce que tout ce qui existe, dès l'instant où quelque chose n'est pas fabriqué, est-ce que ça existe réellement? Non? Parce que si ça existe réellement, il va falloir le chercher, en fait, dans sa base d'imputation, dans ses caractéristiques, etc. Et en fait, on va voir que rien n'existe réellement. Entre quelque chose de factice, quelque chose qui n'est pas fabriqué par l'être humain, si on cherche l'un et l'autre, impossible à trouver. Par exemple, une durée. Par exemple, les animaux ressentent la durée. Si on s'éloigne, si on s'absente très longtemps, etc., ils ressentent le temps qui passe, etc. Donc, pour eux, c'est pas fabriqué dans le sens où c'est marqué sur une montre, etc., mais c'est ressenti, la durée est ressentie, etc. Ouais. Et donc, c'est pas fabriqué par l'être humain, cette durée, mais c'est malgré tout fabriqué dans le sens où c'est un composite, c'est une désignation, il y a un concept qui est là, même si les animaux n'ont pas de concept extrêmement philosophique élaboré, ils ont quand même le concept qui est là du temps qui passe, d'une certaine manière, même si c'est pas formulé comme ça, ils ont quand même un ressenti, ils ont quelque chose qui est là. Oui, moi qui suis un animal aussi, disons, je me rends compte que je dors beaucoup plus longtemps le matin, maintenant que les nuits sont longues. Oui. Mais disons que le temps après, il est relatif aussi, parce que Exactement, c'est tout à fait ça. je sais très bien que je me réveille à 8h30, par exemple, puis qu'avant je me réveille à 7h, par exemple. Mais c'est parce que j'ai une montre. Mais si je me contente de ma condition d'animal, j'ai pas besoin d'y penser, quoi. Je me réveille quand je me réveille. Oui, oui, exactement. Donc tout ça, en effet, on peut dire que c'est fabriqué, c'est conventionnel, c'est relatif. Tout ça est relatif. Donc si c'est relatif, ça ne peut pas être absolu. C'est dénué d'existence absolue, c'est vide d'existence absolue. Ouais. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'absolu n'existe pas du tout dans la philosophie bouddhiste. L'absolu, c'est vraiment quelque chose qui serait indépendant, ultime, intrinsèque, purement objectif, etc. Donc c'est ça qu'on cherche. Si c'était absolu, plus on va se rapprocher, plus on devrait trouver ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve? L'absence d'absolu. Ouais. Donc c'est ça la vacuité. Donc cette absence absolue permet justement que les phénomènes relatifs existent. C'est justement parce que les phénomènes sont vides d'existence absolue qu'ils existent de manière purement relative. Ouais. Ça vous parle? Génial, super. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le but de ce chapitre sur la sagesse, c'est d'essayer de voir que justement le passage où on est en ce moment par rapport à comment certains philosophes bouddhistes arrivent à comprendre cette corrélation entre la causalité et la vacuité, ou la vacuité et la causalité, etc., donc du point de vue de Shantideva, et d'autres philosophes bouddhistes qui vont dire le contraire, qui vont dire si la vacuité est là, à ce moment-là, ça réfute la causalité.
Ou si la causalité est là, à ce moment-là, ça réfute la vacuité. Et pour Shantideva, c'est le contraire. La vacuité implique la causalité. La causalité est possible parce qu'elle est vide. Ouais, ça vous parle? D'accord, ouais, mais je vois maintenant la logique. Génial. Enfin, je crois, hein. On me redemande ça la semaine prochaine, puis on verra. Aucune chance, la semaine prochaine, on n'est pas là. Voilà. En 2022, justement, quand 2021 sera révolu et que 2022 sera présent, mais ce ne sera pas 2022 qui sera présent, ce sera une partie de 2022. Et tu me diras qu'est-ce qu'on a fait la fois d'avant. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que c'est comme ce fameux filet, le filet d'Indra. Dans la tradition indienne, il y avait le roi des dieux, Indra, qui avait sur son palais un magnifique filet. Et à chaque intersection se trouvait un diamant. Chaque diamant reflétait tous les autres diamants. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi pour comprendre un petit peu cette interdépendance. C'est que s'il n'y avait pas les trous dans le filet, il ne pourrait pas y avoir le filet lui-même. Ouais. Ça veut dire que la trame du filet dépend des espaces qu'il y a entre les fils du filet. Et inversement, les fils du filet dépendent de l'espace qu'il y a entre eux. Sinon, ce n'est pas un filet. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est que le vide et le plein, ou la vacuité, l'existence indépendante et l'existence dépendante, tout ça, c'est vraiment imbriqué. C'est imbriqué. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ouais. Ça, c'est vraiment super. Bravo, bravo. Excellent. Donc, si vous voulez, on peut continuer un petit peu ce chapitre. Et puis, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas, on est là pour ça. Une petite blague. Je vis au présent. Jimpa. Jimpa, une petite blague. Je vis au présent. Oui. C'est O, c'est le milieu, mais où il est le milieu? Mais si tu écris O-E-A-U, le milieu, c'est un A. C'est une petite blague. Oui, exactement. Oui. Exactement. Et donc, après, il faut chercher le milieu du A. Exactement. Très bien. Super. Donc, on avait vu, je crois qu'on était à la page où il y a marqué la strophe 6A et B. C'est ça? Ça vous parle? Page 56. 56 pour vous, ouais. Enfin, pour Très nous. bien. Ouais, super. Très bien. Donc ça, on va voir ça. Donc 6A et B, on va voir que c'est une objection formulée par les essentialistes. Donc la forme et les autres objets des sens tirent leur évidence du sens commun et non d'une connaissance réelle. Donc là, je pense qu'il parle d'une cognition valide, hein. Je ne suis pas très sûr. Je n'ai pas apporté mes autres commentaires, mais il faudrait vérifier tout ça. Donc les réalistes et les madhyamikas acceptent l'existence des choses, des formes, des événements, etc. Ce qui les oppose, c'est de savoir si les formes existent de la façon dont elles paraissent exister. Les réalistes soutiennent que non seulement les formes existent, mais qu'elles existent comme nous les percevons. Selon eux, nos perceptions des choses et des événements sont valides. En tant que telles, affirme-t-il, ces choses et événements doivent posséder une réalité objective. Donc ça, c'est très important. C'est notre postulat de départ. C'est qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à analyser? Est-ce qu'on cherche nos clés dans la pièce ou est-ce qu'on essaie de chercher ce que sont vraiment des clés? Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ou, par exemple, est-ce qu'on cherche notre tasse dans la pièce? Si on cherche notre tasse dans la pièce, on l'a posée quelque part et on cherche notre tasse. Est-ce que c'est une analyse conventionnelle ou une analyse ultime? Les deux. Conventionnel. Il y a les deux. Il y a les deux. Dans quel sens? Si on cherche les clés, c'est du conventionnel. Et si on cherche qu'est-ce que c'est qu'une clé, ça devient de l'ultime. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'au début, on cherche nos clés ou on cherche notre tasse. Donc là, on les cherche dans une pièce, dans un endroit, etc. Là, c'est une analyse purement conventionnelle. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant,
si on ne se satisfait plus de cette trouvaille conventionnelle et qu'on cherche vraiment où sont vraiment les clés, où est vraiment la tasse, etc., où est vraiment la personne, etc., est-ce que c'est dans les parties, dans l'ensemble des parties, est-ce que c'est ici ou là, etc., là, on n'est plus dans une analyse conventionnelle, on est dans une analyse ultime. Ouais. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on cherche dans ce cas-là? On cherche des clés ultimes, des clés absolues, des clés, des tasses, des objets, des personnes, etc., qui existeraient exactement dont ils nous apparaissent, de la façon dont ils nous apparaissent. Ouais. C'est ça qu'il faut essayer de voir. C'est qu'on est en train de chercher, si on fait une analyse ultime, on cherche des clés, des personnes, des événements, etc., des personnes, des événements, des choses, des agrégats, etc., inhérents, intrinsèques, purement objectifs, parce qu'ils nous apparaissent comme cela. Et donc, on se dit, si ça a existé comme ça, on doit pouvoir le trouver. Et donc, comme on doit pouvoir le trouver, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une analyse ultime. On soumet tout ça à cette machine à rayons X ultime, et qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve pas de clé en soi, de clé ultime, de tasse intrinsèque, de personne absolue, etc., etc. Ouais. On trouve quoi? L'absence de tasse absolue, l'absence de personne ultime, intrinsèque, etc., etc. Ouais. Et donc, on trouve la vacuité. La vacuité, oui. Exactement. Il n'y a que la vacuité qu'on trouve à l'issue d'une analyse ultime. Parce que la vacuité, ce n'est pas ce qui était cherché ultimement. On cherchait des clés ultimes, des personnes ultimes, etc. Et donc, on analyse ultimement, qu'est-ce qu'on trouve? Que ça n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de soi ultime, il n'y a pas de soi absolu, pas de personne intrinsèque, objectif, etc., indépendant, absolu. Et donc, on trouve l'absence de soi ultime, la vacuité d'existence ultime. Ouais, très bien. Parce que la vacuité, ce n'est pas ce qui était cherché ultimement. Maintenant, si on soumet cette même vacuité à l'analyse ultime, forcément, on ne va pas la trouver non plus. Ouais, on va trouver la vacuité d'existence ultime de la vacuité. Donc ça, c'est comme ça à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne trouve jamais ce qu'on cherchait au travers d'une analyse ultime. On cherche quelque chose au travers d'une analyse ultime, c'est impossible à trouver. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve à la place? Son absence. L'absence de truc ultime. Donc, la vacuité d'existence ultime. La vacuité d'existence absolue. Ouais. Ça vous parle? J'ai une question qui peut paraître absurde, mais si je cherche les clés et je vais essayer de les chercher de façon conventionnelle. Alors, si on veut les chercher de façon ultime, j'arrive pas. Alors, je comprends le raisonnement. Je comprends le raisonnement, tout ça. Mais là où j'ai du mal à comprendre, c'est que de toute façon, on ne pourra jamais. Ça ne peut être qu'une déduction. On ne pourra jamais le voir, en fait. Donc, du coup, c'est toujours une déduction. Et donc, j'arrive pas à comprendre. Enfin, si j'arrive peut-être à comprendre la finalité en disant que il n'y a pas d'existence intrinsèque, mais j'arrive pas à faire la relation de ce que ça va apporter, enfin, pas apporter, étant donné que je ne pourrais pas faire l'expérience directe, jamais. En tout cas, dans l'état où je suis là. Et donc, du coup, j'ai du mal à voir comment avancer là-dessus parce que finalement, je n'en ferai jamais l'expérience. Pourquoi? Faut jamais dire jamais. En tout cas, là, sauf, je sais pas, mais parce que même quand on dit, on fait, je sais pas, les gens qui font c'est pas possible de faire une expérience directe. On est obligé que ce soit, enfin, je sais pas, une déduction inférentielle parce qu'on peut pas faire autrement. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc, du coup, c'est frustrant parce que finalement, bah, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça ne peut être qu'une logique finalement. Et Oui. pour moi, ça, c'est très frustrant parce que je me dis, mais je peux faire tout ce que je veux, ben, je ne pourrais que réfléchir et en déduire, mais voilà, c'est tout. Pour bosser, il faut devenir un arrière. Oui. Hein? Mais du coup, voilà, si tu veux, je me dis, voilà, si je suis pressé, je dois chercher mes clés, je vais les chercher de façon conventionnelle. Alors, je comprends qu'il n'existe pas, mais
je sais pas si je suis clair, mais enfin, je sais pas, moi, des fois, ça me frustre parce que je me dis, Alors, mais tes j'arriverai clés jamais à existent. comprendre. Tes clés existent. Oui, de C'est- façon conventionnelle, mais Ok. tout le reste, j'arrive pas. Alors, si, je comprends la relation avec la souffrance, si, j'arrive à faire la relation avec tout ça, parce que finalement, c'est l'ignorance, voilà, enfin, j'arrive à comprendre, enfin, en tout cas, à mon petit niveau. euh, Mais du coup, j'arrive pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour progresser là-dessus, parce qu'il y Oui, aura toujours un manque, une absence. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à ouais. comprendre. Du coup, c'est frustrant parce qu'il faut avancer, Enlève déjà mais cette on a croyance-là. l'impression. Hein? Enlève déjà cette croyance-là. J'arriverai jamais. Oui, c'est vrai, non, mais tu as raison, hein, Jamais dire jamais. c'est vrai. Mais non, mais si je suis là ce soir et je regarde et je lis tous les jours et tout ça, c'est parce que voilà, je persévère. Mais il n'empêche qu'il reste cette frustration en disant, mais enfin, voilà quoi, sauf si je deviens un aria, oui, mais bon, on a Même du temps. avant, Hein. même avant, heureusement, c'est ça qui est génial, c'est que notre compréhension déjà, elle peut s'approfondir. Cette Oui, compréhension intellectuelle, conceptuelle, déductive, inférentielle, tout ça, elle peut s'approfondir. Et ça demande bien sûr beaucoup de causes et de conditions. C'est-à-dire que déjà, même du temps de Lama Tsongkhapa, qui était vraiment un très grand érudit, très grand pratiquant, etc., il avait beaucoup analysé, beaucoup étudié la vacuité, etc., les différentes écoles et tout. Et un jour, je ne sais pas si c'était lui qui avait reçu en vision Arya Manjushri, le Bouddha de sagesse, ou si c'était par l'intermédiaire de son maître, mais en tout cas, il a pu poser directement la question à Manjushri, le Bouddha de sagesse. Il lui a demandé, alors j'ai